Bonjour et bienvenue à notre vidéo sur les alcools, les phénols et les hétéroxydes. Nous démarrons le chapitre 8 qui discute de ces trois groupements fonctionnels. Nous allons voir au cours de ces vidéos les propriétés de ces substances-là, donc leur température d'ébullition, leur acidité, et ensuite nous verrons leur synthèse et leur réaction dans les prochaines vidéos. Débutons tout d'abord par la propriété des alcools et des phénols qui discutent de leur température d'ébullition. J'ai placé un tableau que vous n'avez pas. Vous pouvez stopper la vidéo et le recopier si vous voulez. Allez-y maintenant. Parfait. Maintenant que vous avez copié le tableau, ce que vous voyez, est-ce que vous avez dû remarquer lors de la prise en note de ce tableau, c'est qu'on voit un changement des températures d'ébullition selon le changement de groupement fonctionnel des molécules. Par exemple, à gauche, ce que j'ai voulu faire, c'est démarrer avec une molécule qui possède 2 carbones, 6 hydrogènes. C'est de l'éthane. De l'éthane, c'est une molécule qui a une température d'ébullition de moins 89 degrés Celsius. Si on change l'éthane par on échange un hydrogène par un chlore, on obtient du chloroéthane, une molécule qui a une masse moléculaire plus élevée. Elle peut donc faire plus de liaisons de Van der Waals entre les molécules. C'est ce qui explique l'augmentation de la température d'ébullition de moins 89 à 12 degrés Celsius. Et donc, parce que la masse a augmenté, masse plus élevée égale température d'ébullition plus élevée aussi. Si on passe d'un chloroéthane à un hydroxyéthane, c'est un alcool. On n'appelle pas ça un hydroxyéthane, on appelle ça de l'éthanol. L'éthanol, c'est une molécule qui a 2 carbones, 6 hydrogènes et un oxygène, et la fonction alcool. Échanger un chlore du chloroéthane pour un alcool a augmenté la température d'ébullition jusqu'à 78 degrés Celsius. Entre les deux, il y a une augmentation de température d'ébullition qui n'est pas due à la masse, car le chloroéthane est plus pesant que l'éthanol. La différence entre les deux, c'est au niveau de la possibilité de faire une liaison hydrogène pour l'éthanol. Donc une liaison hydrogène est possible, ou des liaisons hydrogènes sont possibles entre les molécules d'éthanol. Je discute des liaisons hydrogènes dans quelques instants. Si on prend une molécule qui est isomérique à l'éthanol, c'est-à-dire une molécule qui a la même formule brute, mais une fonction différente. Dans ce cas-ci, ce serait un isomère de fonction. Isomère de fonction. Le CH3O CH3. C'est un hétéroxyde et on s'aperçoit que la température d'ébullition est de moins 23 degrés Celsius pour cette molécule-là. Entre les deux, il y a 100 degrés de différence en température d'ébullition et c'est uniquement dû au fait que les liaisons hydrogènes sont impossibles pour les hétéroxydes. Il n'y a pas d'hydrogène sur l'oxygène, ici. Qu'est-ce que les liaisons hydrogènes? Pour vous faire un petit rappel, lorsqu'une molécule qui possède un oxygène et un hydrogène qui sont liés ensemble, ou bien un azote qui porte un hydrogène, ou bien un fluor qui porte un hydrogène, il y a une très grande différence d'électronégativité entre l'atome, l'hétéroatome et l'hydrogène qui sont portés ensemble, qui sont reliés ensemble. La très grande différence d'électronégativité fait que cet atome d'hydrogène-là est particulièrement dénudé d'électrons et une autre molécule d'alcool ou d'amine ou de HF peut entrer en liaison intermoléculaire, juste ici, une liaison qui est intermoléculaire, qu'on appelle le type liaison hydrogène. Et cette liaison hydrogène-là a une énergie associée. C'est une liaison qui est très 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 faible, facilement brisable. Par contre, à l'échelle d'un verre d'alcool, c'est-à-dire dans un récipient qui possède énormément de molécules d'alcool liquide, il faudrait chauffer beaucoup plus fort pour évaporer cet alcool-là que pour évaporer, par exemple, une molécule comme le CH3O CH3 qui ne possède pas la possibilité de faire des liaisons hydrogènes. Et donc, il faut fournir l'énergie pour briser la liaison entre les molécules, la liaison hydrogène, et ensuite pour évaporer la particule liquide ou la molécule liquide, jusqu'à en faire une molécule gazeuse. C'est pourquoi les températures d'ébullition changent de cette façon-là, plus il y a de possibilités de faire de liaisons hydrogène. Ici,
Regardez pour l'eau. La molécule est toute petite, elle a une masse inférieure à l'éthanol. Par contre, parce qu'elle peut faire jusqu'à 4 liaisons hydrogène en même temps, 2 avec les doublets d'oxygène, 2 en donnant les hydrogènes, la température d'ébullition est de 100 degrés Celsius, supérieure à l'éthanol, qui est plus pesant et qui peut quand même faire une liaison hydrogène. Alors, avec ces 4 liaisons hydrogène possibles, l'eau est la molécule qui peut en faire le plus en même temps, parmi les toutes petites molécules que nous allons étudier, et c'est donc celle qui a la température d'ébullition la plus élevée. N'oubliez pas d'aller étudier la nomenclature des éthers, des alcools et des phénols dans notre cahier de nomenclature à la page 1.21 à 1.26. Vous allez donc savoir comment nommer les alcools, la fonction OH, les étheroxydes, et vous connaissez déjà comment nommer les aromatiques qui possèdent des OH, c'est-à-dire les phénols, depuis votre étude du chapitre 5. Une seconde propriété que nous aimerions que vous appreniez est l'acidité des alcools et des phénols. Regardons ensemble. Un alcool, c'est une substance qui possède un OH, comme on l'a décrit précédemment, et que ce OH-là, cette liaison-là, est polarisée delta-, delta+, entre l'oxygène et l'hydrogène. Ça rend, généralement, les OH des substances qui sont acides, c'est-à-dire peuvent donner des H+, des donneurs de H+. Par contre, étant donné que l'oxygène possède 2 séries de doublets, elle peut aussi être considérée comme une base, selon la théorie que nous avons vue au chapitre 1 sur les acides et les bases. Par exemple, pour la réaction de la base, si on prend du ROH et qu'on le place avec un acide fort, H3+, la réaction qui va se passer, l'acide H3+, va donner un H à la base. Donc, le O prend un de ses doublets, fait une liaison avec un hydrogène, H+, devient donc positif parce qu'il lui manque des électrons, et H3+, devient H2O. Cette réaction-là peut se passer. Par contre, la réaction qui se passe beaucoup plus souvent, qui est plus importante encore, c'est la réaction où ROH est un acide. Si on place un alcool avec une base forte, par exemple du NH2-, l'acide qui est le ROH va donner un H+, à la base. Donc la base va aller chercher l'hydrogène et la liaison va se briser vers l'oxygène. Maintenant, on va avoir 3 doublets autour de l'oxygène, donc une charge négative, et la base, devient neutre, devient du NH3 par exemple ici. L'ion qui est généré, le RO-, peu importe c'est quoi la nature du R, c'est ce qu'on appelle un ion alcoolate, parce que ça vient d'un alcool. L'ion alcoolate a plusieurs propriétés qu'on va voir dans des réactions subséquemment. Alors, dans le cadre de notre étude, le tableau des pKa à la page 4 de notre cahier coop va nous être particulièrement utile parce que lorsqu'on va vouloir étudier les alcools, les phénols et les autres substances acides, on va devoir comparer leur pKa. Donc, si vous vous rappelez, H2O, donc HOH, a un pKa de 15,74 et les alcools en général, c'est autour de 16. Certains alcools sont légèrement moins acides, on en verra peut-être dans les exercices. Pour l'instant, allons voir les phénols tels que présentés ici à gauche. Les phénols ont tendance à être acides, jamais basiques. J'ai enlevé l'hydrogène qui est là et je l'ai écrit de façon explicite dans les airs avec une liaison ici. Pour vous montrer que, étant donné que la liaison est polarisée, si on la brise vers l'oxygène, en libérant un H+, donc en perdant un H+, on obtient un anion, qui est un O-. On appelle ça un phénolate. Phénolate. Et le phénolate est une substance qui est beaucoup plus stable qu'un alcoolate. Pourquoi? Regardez bien. La charge négative qui est générée lorsque H+ part, elle est à côté d'une double liaison, c'est-à-dire c'est un système doublet sigma pi qui peut faire de la résonance. La charge négative est donc raisonnable partout dans l'aromatique, jusqu'à l'autre forme limite de résonance qui possède les 3 doubles liens aromatiques. Ainsi, la charge négative est beaucoup plus partagée, beaucoup plus stabilisée. Plus la base conjuguée d'un acide est stable, ça ici c'est une base conjuguée
de l'acide qui était le phénol. Elle est très stable car elle possède plusieurs formes de résonance. Plus la base conjuguée d'un acide est stable, plus l'acide de départ est fort. Donc notre acide, le phénol, est plus acide qu'un alcool régulier comme le CH3OH, qui lorsqu'il devient une base conjuguée en perdant H+, ne peut pas faire de résonance dans cet état. Et donc l'aromatique O- est plus stable que le RO-. Et donc ça fait une base moins stabilisée. Donc une base plus forte. Base plus forte. Donc l'acide de départ était moins fort. Ce qui fait que, si je retourne au tableau de pKa juste au-dessus, ce qui fait que lorsque je compare avec les alcools et l'eau, les phénols ont un pKa plus acide et les pKa sont autour de 10. C'est une ordre de grandeur de 10 à la 6 entre un phénol et un alcool. C'est énorme. Et donc les phénols sont énormément plus acides. On abrévie très souvent les phénols par aromatique OH, AROH, pour les distinguer des ROH, les alkyles avec des hydroxyes dessus. Donc souvenez-vous des pKa, des trois substances, de l'eau, les alcools et les phénols. Conséquemment à cette acidité-là, on va pouvoir générer des alcoolates et des phénolates, mais il va falloir utiliser des réactions différentes. Pour les alcoolates, c'est des substances qui sont RO-, qui ont 3 doublets. Et il va falloir remarquer que lorsqu'on prend un alcool, si on veut enlever l'hydrogène, il faut bien choisir sa base, ou bien choisir son réactif. Normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait l'alcool comme acide et du OH- comme base, par exemple sous forme de NaOH. On ferait réagir les deux ensemble, on obtiendrait du RO- parce que le ROH perdrait un H+, et le OH- gagnerait un H+, deviendrait de l'eau. Le Na+, s'associerait avec le RO-. Le problème avec ça, c'est que la réaction donne un mélange 50-50 dans les deux sens. Pourquoi? Parce que l'acide de départ, c'est un acide de pKa 16 et que l'acide à la fin, c'est un acide de pKa de 15,74, c'est l'eau. Les deux pKa sont trop près l'un de l'autre, la réaction n'est pas favorisée dans un sens ni dans l'autre, et donc ça donne un mélange. Si on veut réussir à former du RO-, il va falloir utiliser un autre type de réaction qui est une oxydo-réduction. On n'utilisera pas une réaction acide-base. On va prendre un ROH et un sodium métal. Du sodium métallique, qui est à l'état d'oxydation 0. Le ROH et le sodium métal vont réagir ensemble. La substance qui est le sodium métallique, c'est un réducteur, une substance réductrice. Et la substance oxydante et le ROH. La réaction entre les deux va donc transférer les électrons du Na à l'hydrogène qui est là. Elle va transformer l'hydrogène en H2 gazeux et le sodium en Na+. Le RO- s'associe au Na+, donc on obtient un alcoolate de sodium et une demi-mole de H2, parce qu'on avait seulement une mole de H dans ROH, on a donc seulement une demi-mole de H2 gazeux. Cette réaction-là, elle nous met en lumière le fait que le sodium métal n'est pas identique au sodium dans NaOH. C'est pas du tout la même chose, là. Celui-là, c'est la substance qui a plus d'électrons de valence, qui est un ion spectateur. Tandis que le sodium métallique, sodium 0, c'est un sodium qui est prêt à donner ses électrons. Donc, dans les exercices et dans les examens, il y a une grosse différence. Il faut utiliser celui-là si on veut créer des alcoolates. Pour les phénolates, on n'a pas ce problème-là. Parce que, regardez bien, la réaction entre un phénol et
OH- donne un phénolate, et de l'eau. L'acide à gauche a un pK de 10, l'acide à droite a un pK de 15,74, ce qui fait qu'on passe de l'acide le plus fort à l'acide le plus faible, avec une très grande différence de pK. Donc la réaction fonctionne bien, la réaction va dans ce sens-là, et on peut utiliser OH- pour créer des phénolates, mais pas pour des alcoolates. Voilà. Ceci conclut notre petit tour, très bref, des propriétés des alcools, des phénols et des hétéroxydes. Nous ne discuterons pas plus des hétéroxydes, sauf pour parler un peu de leur réactivité dans les prochaines vidéos.